Vous êtes déjà 67, 68 présents, c'est génial. Merci beaucoup de votre fidélité à cette série de webinaires WinCop. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire. La dernière fois, la semaine dernière, on a parlé avec les chargeurs et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Laurent Schneider de CWS qui va venir nous parler de nos ailes rigides qui seront installées sur notre bateau avec l'aide de Victor, donc de Zéphyr et Boré. Je vous parle rapidement de WinCop au cas où il y en aurait quelques-uns qui auraient raté les informations. Donc, WinCop, c'est le premier porte-container à voile qui va économiser 60% de CO2 avec 210 containers à bord, qui va faire France-Madagascar à partir donc de juin 2027 en 30 jours. Et on est une coopérative et on a investi dans le bateau va coûter 30 millions d'euros et la coopérative a levé 6,8 millions d'euros avec bientôt 2000 sociétaires pour financer ce bateau. Euh, et puis voilà un petit peu la timeline qu'il y a devant nous, enfin derrière et devant nous. Donc les premières années ont été consacrées à dessiner le navire, à lever les fonds. En début d'année, on a enfin signé avec le chantier et voilà, l'année prochaine, ce sera la construction du navire pour la mise en service en 2027. Petite actualité, en ce moment, on est en train de lever des fonds. Vous l'avez certainement vu si vous êtes sur les réseaux sociaux. Et voilà, ça progresse bien. On est content. On approche notre premier objectif de 500 000 euros. Et on espère atteindre 1 million d'ici la fin de l'année. Si vous n'avez pas encore participé, vous êtes les bienvenus, bien sûr, et on en reparle certainement si on a un petit peu de temps à la fin de la présentation. Et donc, ben voilà, on rentre dans le webinaire, on va vous reposer un petit peu le contexte de ce choix de technologie, et puis Laurent va nous expliquer en détail comment elle marche, parce qu'elle est assez passionnante, cette technologie de voile. C'est assez unique, on est très content de pouvoir faire ça, et Victor va pouvoir nous expliquer un petit peu ben voilà, l'enjeu d'intégrer ces voiles sur notre bateau, comment ça se passe. Et je vais déjà passer la parole à Victor pour une première présentation de l'enjeu. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Victor. Merci Mathieu de me passer la main. Moi, en fait, je suis, peut-être pour recontextualiser un peu, WinCop, en fait, c'est la compagnie qui va exploiter le bateau. C'est-à-dire que c'est elle qui s'occupe déjà du financement du navire, donc qui sera l'armateur du navire, le propriétaire du navire. Et ensuite, elle s'occupe du remplissage du bateau. Donc, c'est toute la gestion du parc de conteneurs, quel conteneur on charge où, pour quel client, les relations avec les différents chargeurs du bateau, etc. Et en fait, toute la partie gestion nautique du navire est déléguée à une société qui s'appelle Zéphyr et Boré. Et donc, moi, je suis un des cofondateurs je suis responsable technique en fait, de la société Zéphyr et Boré. Et donc, je suis en charge notamment de. Donc, je suis pas tout seul, hein, heureusement. On est toute une équipe, mais c'est moi qui m'occupe du suivi de la construction du bateau avec le chantier qui a été sélectionné, qui est un chantier en Turquie. Donc, suivi de construction et ensuite, il y aura la phase de suivi d'armement du bateau. Et l'armement, ça consiste en la mise en place la gestion des marins sur le navire et ensuite la gestion de la maintenance du bateau et la gestion nautique en général. Donc, voilà un petit peu pour la présentation. Donc, moi, j'ai participé au suivi de construction aussi du navire Le Canopé, donc, qui est à côté, qui est un des bateaux là, qui transporte la fusée. Le lanceur Ariane 6 entre l'Europe et la Guyane, et qui est aussi équipé de voiles un peu d'ailes rigides. Pour le projet WinCop, là, je vais vous parler un peu de comment on a fait comment est-ce qu'on choisit en fait une techno Vélic sur le bateau. Parce qu'il y a beaucoup de sortes différentes de techno aujourd'hui. Enfin, il y a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes qui se démarquent et qui sont disponibles. Et c'est toujours assez compliqué de choisir parce que il n'y a pas une solution évidente qui s'offre pour un projet. À chaque fois, c'est plein de critères différents qui sont mis en parallèle et en fait, le choix définitif, c'est vraiment un compromis. Donc, il n'y a pas de solution magique suivant les projets, suivant les profils opérationnels des lignes, suivant les types de chargements qui sont effectués, si c'est un porte-conteneur, un roulier, etc. Il y aura des solutions qui seront plus ou moins bien.
est plus ou moins bien adapté. Donc les critères de sélection, le premier c'est l'encombrement. En fait, quand je dis encombrement, c'est un peu lié aux interactions avec les opérations commerciales, donc notamment la manutention. Il y a des systèmes qui sont plus encombrants que d'autres et du coup qui vont plus ou moins gêner cette partie-là. Après, il y a des bateaux où il n'y a pas de gêne du tout. Par exemple, tout ce qui est les navires de vrac, par exemple, liquide, bah, c'est des tuyaux et c'est connecté aux tuyaux. Donc tout ce qui est manutention verticale, par exemple, il y a pas vraiment d'impact. Et après, sinon, c'est le poids. L'autre critère, c'est le poids. En fait, plus on va mettre des équipements qui sont lourds, bah, plus finalement, on va réduire le dead weight du navire. Le dead weight, c'est le port en lourd du bateau. Donc, c'est la capacité de chargement du bateau. En fait, les navires, ils sont toujours construits pour être chargés au maximum de leur capacité. Et à partir du moment où on vient mettre du poids en plus, bah, en fait, on réduit l'encombrement du bateau. Donc, ça, c'est un critère. Ensuite, il y a tout ce qui est lié au prix du système, hein, forcément, donc c'est le CAPEX. Il y a tout ce qui est lié à la maturité technologique. Il y a des technos qui sont plus ou moins matures que d'autres. Et donc la maturité technologique, elle va un peu avec le critère de réassurance auprès du chantier naval, c'est-à-dire ou des financeurs. C'est-à-dire que pour financer des bateaux comme ça, il y a besoin de convaincre à la fois les financeurs et le chantier que le bateau sera livré dans les temps, que les performances seront au rendez-vous, etc. Et donc, ça, c'est un des critères qui est quand même assez important dans le choix définitif. Et bien sûr, j'ai parlé un peu de la performance, mais il y a aussi le critère perfo qui rentre en compte, parce que voilà, tous les systèmes ne sont pas faits pour être utilisés dans les mêmes plages de manœuvre et n'ont pas tous la même performance par rapport à la surface. Et je dirais qu'il y a un dernier critère qui est intéressant, c'est le retour pays. Il y a des technologies françaises, mais il y a aussi d'autres technologies qui sont intéressantes et qui sont fabriquées à l'étranger. Et donc, bah, ça, c'est pareil, suivant où est construit, ou suivant si on a envie de faire travailler une entreprise française ou la localisation de la chaîne de production du système bélique et du navire, bah, ça peut être des critères qui sont à mettre dans la balance. Et donc au final, bah, c'est vrai que nous, sur le canopé, ça a été, enfin sur le WinCop, pardon, ça a été un choix difficile qu'on a fait. Et du coup, on est très content de travailler avec CWS sur ce sujet-là. Je dirais que la balance, elle s'est fait un peu sur la partie opération commerciale. Les systèmes CWS, en fait, l'encombrement du système est c'est des systèmes qui sont assez compacts et qui collent bien avec de la manutention verticale, notamment de chargement on appelle ça en LOLO, c'est lift-on, lift-off, donc avec des grues portuaires pour charger les conteneurs, ou des grues du bord d'ailleurs, comme présent. Et après, c'est le deuxième, c'est que moi j'avais beaucoup de pression de la part de Wingcup pour faire un bateau très performant. Et du coup, il fallait réussir à avoir un bateau qui soit hyper vélique. Et c'est vrai que là, on a réussi à caler sur le bateau qui est pas très grand, hein. C'est un bateau qui fait, même s'il fait 85, enfin, qui fait 90 mètres, ça reste un petit cargo. Et on a quand même réussi à caler trois grandes ailes rigides, comme on voit sur la photo. Donc voilà un petit peu pour l'introduction sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement les quatre autres bateaux là qui a présent sur la photo? Ouais. Enfin, les Euh, technologies plus bah, exactement. le bateau que je connais mieux, c'est celui qui est en bas, le bateau blanc, là. Le navire blanc, donc lui, il a 4 ailes Ocean Wings, qui est aussi une techno française. Euh, et donc lui, c'est un navire qui est roulier, donc c'est-à-dire qu'il y a une rampe à l'arrière, mais on fait aussi du chargement vertical avec des grues portuaires, donc des conteneurs, etc. C'est un mixte en fait entre un navire Oro et un navire Lolo. Et donc lui, il fait 120 mètres et il est exploité principalement en transatlantique, entre l'Europe du Nord et l'Amérique du Sud, vers Kourou en Guyane française. Le Donc là, navire ce qui est sont juste. des ailes rigides aussi, mais Ouais, qui se plient à la verticale, quoi, hein. ouais, c'est ça. En fait, le profil, quand il est hissé, il est rigide parce il est tendu, donc ça reste un profil épais. C'est-à-dire que c'est un, voilà, c'est un profil épais, donc c'est comme une aile. Mais par contre, il est affalable.
les voiles s'affalent. Donc c'est de la toile, mais une fois que c'est lissé, la structure devient rigide, quoi. Voilà, ça fait un profil rigide. Ensuite, on a au-dessus, on a le bateau Neoliner Origin. Donc ça, c'est un bateau, c'est un navire qui navigue, qui a été livré récemment. En fait, il a fini sa première transatlantique là récemment, enfin son premier aller-retour en transatlantique. Donc ils sont allés jusque Baltimore et ils sont revenus à Saint-Nazaire. Il a été construit dans le même chantier que le navire Wincop. Et lui, les ailes, enfin les voiles qu'il y a sur le bateau, c'est des voiles à balestron et c'est des ailes solid sail, enfin des voiles solid sail pour le coup. Donc là, c'est le choix de cette techno, c'est de maximiser la surface vélique, mais par contre, ça reste de la voile souple, on appelle ça. Donc c'est du profil fin, c'est-à-dire que c'est pas des profils épais. Donc là, on se rapproche vraiment de type de voile classique qu'on retrouve sur un peu des bateaux classiques, sauf que les proportions, c'est des voiles qui sont vraiment gigantesques. Ça fait 1500 mètres, plus de 1500 mètres carrés une voile, enfin un des mâts. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle des voiles sur balestron. Et ensuite, les deux autres technos, c'est donc en haut à gauche, c'est Wizamo. Donc ça, c'est aussi une technologie française. Et donc là, en fait, la société s'appelle Wizamo, mais c'est Michelin un peu qui développe ça. C'est pour ça qu'il y a le petit bonhomme Michelin. Donc ça, c'est des ailes qui viennent se gonfler en fait. Et donc on reste sur des profils épais, mais par contre c'est de la toile, c'est des profils assez souples. Et donc là, ils travaillent sur des systèmes, pour l'instant, ils ont fait des tests sur plusieurs échelles différentes de taille de voile. Et là, ils sont en train de développer un système à grande échelle, adapté sur des gros navires. Et en dessous, c'est Grand Sail, donc c'est des plus petits navires, malgré le fait qu'ils travaillent aujourd'hui, la compagnie Grand Sail travaille aujourd'hui sur des bateaux qui sont de la taille du Canopé ou du Windcop. Donc, c'est des plus gros cargos. Eux, ils ont deux navires avec des voiles souples. Donc là, c'est vraiment de la voile classique, sauf qu'on est sur des très grosses tailles de voile. Le dernier navire qu'ils ont, alors je ne saurais plus dire la taille, la surface vélique qu'ils ont sur les bateaux, mais là, c'est vraiment du 100% vélique. Et ils font ils utilisent très peu le moteur, à part pour les manœuvres, et ils font tout à la voile, quoi. Alors que c'est vrai que les trois autres projets avec les grandes photos, c'est plus de l'hybridation, même si Neoline, ils arrivent à atteindre des, des économies importantes. Donc en gros, on avait l'embarras du choix, mais au final, on a quand même réussi à choisir, et donc on a choisi CWS. Et Voilà. maintenant, la parole à Laurent pour nous présenter un petit peu, mais qu'est-ce que CWS? Oui, bonjour, merci Mathieu, merci Victor, bonjour à tous, très heureux d'être avec vous, sans doute le petit jeune de l'assistance, puisque j'ai rejoint CWS il y a seulement un mois. Heureux de vous présenter un produit qui existe. C'est pas simplement des belles images d'archives ou de 3D, c'est un produit, c'est ça. Et je vais commencer par cette image parce que ça vous donne un peu une idée de la forme générale du produit, de sa taille. C'est une grande aile d'avion. Et l'idée de Julien Morel, si on peut passer sur la planche d'après, l'idée ah, c'était pas celle-là que je m'attendais, mais c'est pas grave. L'idée voilà, c'est celle-là. Merci. Mm. L'idée de Julien Morel, qui est le fondateur et le créateur de ce produit en 2014, c'est vraiment de se coller à ce qui existe dans la nature comme plus efficace, comme aile, c'est l'aile d'avion, c'est l'aile d'oiseau, et qui a donné l'aile d'avion. Et c'est vraiment cette idée-là, en 2014, de partir de ce principe de trouver un moyen le plus efficace possible pour propulser, pour utiliser le vent. Et son idée, elle a commencé à séduire Niels dès 2014, donc c'est un long process. Il s'est fait rejoindre par deux personnes, Bruno Toubiana et Julien Ducarne, qui, 2016 puis 2018, l'ont aidé à structurer l'entreprise, à rendre cette idée comme quelque chose de réel, d'améliorer, de peaufiner, d'extrêmement extrêmement optimisé
en utilisant le mieux de ce qu'on connaissait dans l'aéronautique et le plus simple qu'on connaissait dans le maritime. Alors, si on peut passer à la planche d'après, pour continuer cette histoire, donc 2018, à partir de 2021, on passe de l'idée à la réalisation de prototypes à échelle 1 quart, et puis un énorme travail fait pour confronter les idées et les planches à dessin à des tests en soufflerie pour permettre de garantir à nos futurs clients de la performance qu'on allait leur promettre. Et donc, des essais très poussés qui font référence dans le métier sur la capacité à trouver un profil d'aile le plus efficace possible. À partir de 2023, on dépose un brevet. Donc, cette aile dont vous allez voir tout à l'heure, le mécanisme, il est quand même assez surprenant. Il est assez simple, mais surprenant. Il est breveté. On reçoit après, en 2024, la reconnaissance d'experts extérieurs en ayant ce qu'on appelle un AIP, c'est-à-dire un design qui est approuvé par des sociétés de classe, ce qui donne une garantie aux armateurs et aux chantiers navals que ce qu'on va faire est quelque chose de crédible et de robuste. 2024, les premières productions à échelle 1, alors c'était des portions d'ailes, dont vous voyez les photos, et puis 2024, on se dote aussi d'une capacité de production, parce que c'est bien beau de vouloir proposer des produits, mais si on ne sait pas les faire, c'est un peu gênant. Et puis 2025, c'est, je dirais, une année absolument charnière. C'est la réalisation du premier prototype échelle 1 que vous voyez là. Donc, vous donner un ordre d'idée, c'est un ensemble de 40 mètres de long, donc c'est très grand. Il va être fini à la fin de cette année et les gens qui habitent Saint-Nazaire pourront le voir sur le port de Montoire de Bretagne, érigé à partir de mi-janvier pour être testé et pour vérifier que tout fonctionne comme prévu. Et puis, bien entendu, 2025, c'est l'honneur que nous fait WinCop de nous sélectionner, de partir dans cette aventure avec nous. On est très fiers, très heureux, et on a aussi tout à fait en tête la responsabilité que nous avons de ne pas de vous livrer en temps, en heure et suivant la qualité que vous attendez. Et en parallèle, pour CWS, c'est une levée de fonds de 12 millions, donc importante, qui va permettre de faire de cette entreprise une future licorne industrielle, un futur grand industriel de la propulsion vélique, en augmentant notre capacité de production et en séduisant de très nombreux clients, nous l'espérons. Alors, comment est-ce que ce Airfin 350, donc cette aile, comment ça fonctionne? Ayez en tête que l'idée de ce produit, c'est l'aile d'oiseau, c'est l'aile d'avion. Et donc, on fait fonctionner cette aile pour non pas porter un avion, mais pour propulser un bateau. Et donc, on a un profil qui est asymétrique, qui est donc avec une certaine courbure, qui est optimisé pour donner le maximum de puissance, ce qu'on appelle la portance, avec le minimum de frottement, donc de traînée, pour optimiser donc la transformation de l'énergie du vent en énergie mécanique pour faire avancer le bateau. Cette aile, elle est donc asymétrique, elle fait près de 40 mètres de long, 9 mètres de large, et à peu près la taille d'une aile d'A380, d'un bus A380. Et comme vous êtes tous des marins, vous savez que de temps en temps, le vent, il faut virer de bord. Si vous voulez virer de bord avec un profil asymétrique, il y a un vrai problème. Vous ne pouvez pas simplement
tourner votre mât ou votre baume pour virer de bord. Donc, ils ont pensé un système assez subtil de repliement et de dépliement. Et si on peut passer la vidéo qu'il y a juste après, normalement, voilà. Donc là, on est sur un bateau qui va virer de bord. Et donc, on voit le mât qui commence à bouger. Et voilà, on replie l'aile. Et ce mouvement-là va permettre de passer par une phase symétrique et de se redéplier pour avoir le vent qui pousse dans l'aile sur l'autre bord. C'est un mouvement qui peut paraître compliqué. En fait, c'est un mouvement qui est très simple. Imaginez un parapluie et une baleine de parapluie. Vous avez votre mât qui tient l'ensemble, qui est l'équivalent du manche du parapluie, et votre aile, elle se replie, elle se déplie autour d'un axe vertical et non pas un axe horizontal. L'intérêt aussi de ce repliement est parce qu'on a bien entendu les attentes des opérateurs. Il faut que les produits soient le plus petits possible pour moins gêner les systèmes au port et pour diminuer, pour être capable de passer sous les ponts, pour être le moins gênant dans ces opérations portuaires. Et donc, l'avantage de cette situation, c'est aussi de la replier au port et donc d'avoir des systèmes plus compacts. Et puis, le deuxième avantage de ce repliement, en cas de très fort vent, pour diminuer les contraintes sur le bateau, vous repliez l'aile en deux. Elle continue à donner de la puissance au bateau, un peu moins qu'avant, mais elle continue quand même, tout en réduisant très fortement les contraintes sur la coque. Et puis quand on va jusqu'au niveau de tempête, au-delà de Beaufort 12, vous mettez votre système à la cape, comme n'importe quelle voile, pour arriver à minimiser les contraintes. Si je ne me trompe pas, juste après, on doit avoir un mini-schéma de la manière dont est faite l'aile. Donc, vous avez les deux portions grises, ce sont des structures en composite, de type composite bateau en fibre de verre, avec des renforts en composite carbone-carbone du type aéronautique, qui sont accrochés sur un treillis métallique pour reprendre les contraintes de force et pour pouvoir attacher sur ce qu'on appelle le A-frame, c'est-à-dire le tripode qui permet de faire ce rôle de charnière et d'accrocher cet ensemble au bateau via un système tournant, pour permettre de l'orienter. Voilà, je crois avoir essayé de vous présenter. Les différents points, j'en ai un tout petit peu parlé, c'est un système qui est facile à installer. On a essayé d'imaginer les choses pour à la fois accompagner les armateurs dans leurs projets neufs, mais aussi dans leurs projets de rétrofit. Donc, lorsqu'on veut rétrofiter un navire, une fois que le navire est prêt à accueillir l'aile, on est capable de faire cette installation entre 1 à 2 jours par aile pour le rendre facile. C'est un système qui est censé être facile à utiliser. Il est automatique. Et dans les 3 défis qu'on avait, le premier défi, c'était d'avoir une aile qui soit puissante. Puissante parce que, comme l'a exprimé Victor, il est important que ce système permette de remplacer le plus possible les moteurs pour leur permettre d'économiser du carburant. Et donc, la promesse qu'on fait à nos clients, c'est avec des ailes, c'est un investissement qui va vous permettre de gagner de l'argent en diminuant vos coûts d'opération. La deuxième chose, c'est que en plus, ça va décarboner votre transport maritime. Et le troisièmement, tout ça, on essaie de le faire sans impacter, en impactant le minimum possible toutes les opérations. Donc, un système automatique, un système facile à maintenir. Voilà. Très bien, merci beaucoup Laurent pour cette présentation. Et maintenant, je vais repasser la parole à Victor pour qu'il nous parle un petit peu spécifiquement sur WinCop.
des enjeux de l'installation de ces ailes, sachant que nous, effectivement, on a signé le bon de commande au chantier le 1er avril dernier, et la construction n'a pas encore commencé. Et parmi tout ce travail qui a eu lieu depuis la signature du chantier, je sais qu'il y a plusieurs semaines qui ont été consacrées à regarder les graphiques, les schémas que vous avez sous les yeux. Alors, peut-être ne veulent pas dire grand-chose avec les trois boules, mais Victor va nous expliquer quelles sont les difficultés qu'il a fallu surmonter et les problèmes qu'il a fallu résoudre. Ouais, je vais par où commencer. Non, mais peut-être une petite mise à jour d'où est-ce qu'on en est là dans la phase de construction. En général, après la signature, il y a 6 mois d'études de ce qu'on appelle de basic design. C'est là où on fait des plans, vraiment on rentre dans le détail des plans du bateau. Donc déjà, on fait tous les plans de structure. On commence par là. Ce qui permet en fait assez vite de commander l'acier pour le chantier. Enfin, le nombre de tôles, le nombre de renforts, etc., tous ces sujets-là. Donc là, l'acier est en route pour le chantier et il devrait arriver prochainement puisque la première découpe de tôle est prévue le 19 décembre. Et donc, si vous voulez, le symbole de la découpe de tôle, c'est un peu la fin de cette phase de basic design pour aller vers la phase de production, de plan de production. Et là, en fait, c'est un peu le. On n'en est pas encore là parce que tout ça, est lié, mais en fait, c'est un peu le go de la société de classification qui dit, OK, le bateau, au niveau structure, au niveau stable, au niveau dans les grandes lignes, il flotte, tout va bien, et on met le tampon pour commencer la phase de production, enfin de construction du navire. Donc ça, c'est ce qui nous anime un peu depuis le début. Nous, en tant que superviseur de suivi, en fait, on valide les plans, le chantier avec son architecte produit des plans, il nous les envoie, on les valide, on les commente, et donc on a une équipe de suivi comme ça de plans. Donc en gros, le design du navire, il est quand même figé dans les grandes lignes avant la signature du chantier. Donc on a déjà fait des webinaires là-dessus, donc je ne vais pas trop revenir, mais en tout cas, il y a eu toute une phase de design, de position des voiles, d'intégration dans le navire, etc., qui a été faite avant la signature. Mais bon, on ne peut pas non plus, avant la signature, faire toutes les études qu'on souhaite. Et à un moment donné, l'architecte, il prend un peu sa responsabilité en disant, OK, je suis à l'aise avec ce concept-là. Et après, il vérifie ça par des calculs un peu appuyés et poussés un peu plus tard. Et donc, nous, le design, là, c'est 3 ailes dans l'axe qui sont déportées sur le côté bâbord. Donc, il y a plusieurs possibilités. On a imaginé au début les mettre en tandem, c'est-à-dire une de chaque côté du navire. Sauf que c'est vrai que de chaque côté, il y a beaucoup d'interactions entre les voiles au niveau aérodynamique, notamment quand le vent vient de côté. Donc, il y a une voile qui touche le vent, mais celle de derrière, elle ne touche plus le vent. Donc, ça limite un peu la performance. Au niveau encombrement aussi, quand on replie la voile, c'est pas si facile. Et ensuite, surtout, c'est la manutention des conteneurs. Donc, on aurait pu imaginer de mettre les voiles en plein milieu de l'axe central du navire, mais par contre, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour, euh, pour mettre des conteneurs sur le bateau et pour les charger. Et donc, c'est pour ça que le meilleur compromis qu'on ait trouvé, c'est celui-là. Et c'est celui qui permet en fait de perdre le moins de capacité d'emport. En fait, ce qui lead toujours le choix de positionnement des voiles, du nombre de voiles, etc. C'est vraiment le bilan énergétique global du navire. Et pour arriver à cette conclusion, il y a un truc qui n'est pas si évident de ça à comprendre, mais c'est que c'est pas forcément le fait de mettre plein de voiles qui permet d'avoir un meilleur bilan carbone à la fin. Parce qu'en fait, je vous expliqué un peu tout à l'heure, rajouter des voiles, c'est rajouter du poids dans les hauts. Et il y a un moment donné où les courbes s'inversent parce que plus on rajoute de poids, moins on met de conteneurs. Si on met des voiles aussi, c'est des zones où on ne peut pas mettre de conteneurs non plus ou de marchandises ou autre chose. Et donc en fait, il y a un moment donné où en fait, on perd tellement de conteneurs qu'on divise les émissions restantes, c'est-à-dire qu'il y aura toujours besoin d'un moteur pour faire de l'hybridation, pour faire des manœuvres, etc. Il y a un moment donné, en fait,
on repasse dans des émissions, enfin, on a plus d'émissions avec plus de voiles que pas assez. Et donc, c'est pas si évident de comprendre ça, mais en tout cas, nous, on l'a vu, que c'est pas si. Voilà, on a vu ça sur certains projets. Donc après, il y a d'autres types de navires où c'est possible de mettre énormément de voiles sur certaines lignes, avec certains types d'opérations de chargement, etc. Mais en tout cas, sur ce bateau-là en question, c'est ce qu'on a remarqué. Donc voilà, donc là il y a deux designs, hein. Ça c'est les 3D de travail. On voit un peu le squelette du bateau. Et la vue de droite, c'est vraiment l'encombrement des voiles. Parce que en fait, l'encombrement d'une voile CWS, c'est pas juste un cylindre qui tourne sur lui-même, mais il y a aussi le fait que ça doit se replier. Et donc c'est une sphère. Donc il faut que dans toute cette zone-là, il n'y ait pas d'autres. Et par exemple, il ne faut pas qu'il y ait de collision à ce moment-là avec la grue. Donc la grue, en fait, elle est positionnée de façon à ce qu'en mer, une fois qu'elle est dans sa position de repos, elle ne puisse pas venir en collision, enfin la voile en phase de repliement puisse pas venir en collision avec la grue. Donc par exemple, sur l'avant du navire, là, pour l'instant, il y a encore un conflit avec les antennes, notamment c'est une 3D qui n'est pas complètement à jour, mais avec le mât antenne qui est au-dessus de la passerelle de navigation, là. Là, dans le GA, typiquement, il y a un petit conflit là, donc ça, c'est un des points qu'il faut résoudre dans la phase de plan pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour éviter que les voiles rentrent en collision avec le mât de l'antenne. Voilà un petit peu pour cette slide. Au niveau des performances. Donc là, je vais vous parler un peu de la méthodologie qui est mise en place justement pour faire ces itérations et arriver au navire qui a été dessiné là. Donc il y a deux aspects qu'on regarde. Il y a l'aspect aérodynamique, donc c'est tout ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison, et il y a tout ce qui est hydrodynamique, c'est tout ce qui se passe sous l'eau. Le CFD, en fait, c'est des calculs numériques qui sont faits, donc c'est computed fluid dynamique. Donc c'est ouais, c'est des calculs sur ordinateur. Et donc en fait, on fait d'abord une première CFD préliminaire à la fois aéro-hydro. Ensuite, on fait de l'optimisation. Donc ça, on l'a fait faire. On a travaillé avec une société. Donc ça, c'est une fois qu'on a signé le contrat, euh, on passe dans cette phase-là. En amont du contrat, on fait des petits calculs CFD, etc. Mais c'est jamais très poussé. Mais depuis qu'on a signé le contrat, on a fait des études CFD avec une société qui s'appelle Marine. Ils sont aux Pays-Bas. Et ils ont notamment un très gros bassin de carène. On a fait quelques posts WinCop sur ce sujet-là. Et donc, ils ont fait de la CFD. Ensuite, ils ont fait de l'optimisation. Donc, ça se fait aussi en parallèle avec l'architecte naval, hein. L'optimisation, c'est-à-dire qu'on vient travailler sur les formes de la coque ou les formes par exemple, ça peut être des déflecteurs de vent sur la partie aérodynamique du navire ou éviter de mettre des trous aux antennes ou de mettre des antennes dans certaines positions, etc. On fait de l'optimisation, donc à la fois hydro, à la fois aéro. Et ensuite, on fait de la CFD détaillée. Donc là, une fois qu'on a fait l'optime, on se dit, OK, si on met un bulbe comme ça, si on met un arrière pincé de cette manière, si la coque milieu, elle est comme ci, comme ça, on est content avec les résultats. Là, on pousse les calculs assez loin en numérique, notamment sur la partie hydrodynamique. Ensuite, on va passer en bassin de carène. Donc là, un bassin de carène, c'est une vraie maquette qu'on fait naviguer avec des capteurs qu'on fait naviguer dans une grande piscine. Et là, on relève énormément de données qui viennent en fait confirmer en fait, le bassin, il vient juste confirmer les informations des modèles numériques. Et ensuite, la partie aéro et la partie hydro, on vient mettre ça dans ce qu'on appelle un PPP. C'est un peu un jeu de mots numérique du navire. Et c'est vraiment l'image du comportement du navire dans plein de conditions de mer, de vent, etc. Et ça, ensuite, on le donne à manger à ce qu'on appelle un routeur météo. Et le routeur, lui, il va router le navire sur la route en question. Donc en l'occurrence, là, on a une petite photo du routage à gauche. Et donc là, en fait, c'est du routage statistique. Donc il y a du routage opérationnel. Donc ça, c'est des outils qui sont présents sur le navire qui permettent d'aider les officiers à prendre des décisions de route. Mais après, il y a le routage statistique. Donc là, on va faire router le bateau. Par exemple, on va prévoir un départ par jour pendant les 10 prochaines années. Et à chaque fois, le routeur, lui, va choisir la meilleure route à prendre sur le voyage. Et ça, ensuite, ça nous donne des résultats. Donc, typiquement, là, c'est les résultats à côté. C'est un peu la répartition. Déjà, ça nous donne les résultats sur la répartition des vents.
Donc là, par exemple, sur la ligne de Madagascar, on voit, donc ça, c'est une moyenne en aller-retour. On voit que, et c'est le tableau qu'on voit, c'est les vents apparents. Donc les vents apparents, en fait, c'est la somme du vent vrai, donc le vent qu'on ressent si le bateau n'avance pas, et la somme du vent vrai avec le vent vitesse du navire. Donc c'est un peu quand on passe sa tête par-dessus la fenêtre sur l'autoroute, bah, le vent il vient de l'avant, alors que si ça tombe, il peut venir de côté. Mais il y a le vent de la voiture plus le vent vrai qui s'additionne. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que sur cette route, on est quand même principalement au près. Donc il y a quand même du vent parce que le près, en fait, c'est des vents qui viennent de face. Là, on voit les angles, en fait, en abscisse, c'est l'angle du vent. Donc c'est entre 20 et 50 degrés. C'est là où il y a le plus d'occurrence de vent. Donc c'est-à-dire que les vents, en fait, ils viennent principalement de l'avant du travers. Et c'est pour ça que les voiles CWS, elles sont intéressantes. Des ailes comme ça, c'est que, en fait, elles ont des performances assez élevées avec des angles d'attaque qui sont hyper faibles, comme une aile d'avion. C'est-à-dire que c'est des profils, on dit que c'est des profils qui sont assez fins, ils ont de la finesse. Et donc, par exemple, le spi d'un bateau, lui, il n'est pas du tout fin, c'est une espèce de grosse boule, et c'est pas du tout fait pour. Ça n'a pas de finesse. Alors que les ailes CWS, elles portent très tôt par rapport au vent. Et donc, voilà, et en termes de puissance de vent, donc AWS, ça veut dire Apparent Wind Speed, là, on retrouve des vents entre 10 et 30 nœuds en occurrence élevée. Et après, bien sûr que on peut avoir du vent qui vient de l'arrière, du vent qui est très fort, etc. Mais ça, c'est en plus faible occurrence. Et enfin, donc ça, c'est ça permet aussi de faire des choix suivant les technos en phase d'avant-projet. Et à la fin, ce qu'on a, c'est les résultats. Donc là, c'est des résultats qui sont encore approchés, parce qu'on attend encore un peu de matière, notamment suite aux essais en bassin. On n'a pas encore consolidé le PPP de façon définitive. Et après, le PPP, il va se nourrir, enfin le jumeau numérique, en fait, il va se nourrir aussi quand on va naviguer avec le bateau. On va améliorer ça petit à petit avec les données en réel. Mais ce qu'on observe, c'est que, en fait, quand on donne des pourcentages d'économie de voile, ce qu'il faut bien mettre en place, c'est à partir de quelle est la référence en fait. On se compare par rapport à quoi? Donc là, typiquement, on a deux bateaux classiques porte-conteneurs c'est deux lignes. En fait, si moi je veux transporter mon conteneur entre Marseille et Madagascar, bah, j'ai deux possibilités. Soit je passe par Maurice et Malte, soit je passe par Singapour et ça. Si je passe par Maurice, les émissions de mon conteneur, ce sera environ 100 grammes de CO2 équivalent par TU par kilomètre. Donc ça, c'est une référence en fait qui est partagée par tout le milieu maritime, tous les armateurs, tous les chargeurs. C'est comme ça qu'ils comptent en fait leurs émissions de carbone. Et si je passe par Singapour, là, je suis à 150 grammes de CO2 équivalent par TU kilomètre. Et un TU, c'est un conteneur. C'est un 20 feet équivalent unit. C'est un conteneur 20 pieds. Donc maintenant, si je me dis avec le WinCop, j'utilise pas les voiles, mais je fais du 100% moteur en ligne directe. Et donc là, déjà, je vais, au lieu de mettre un mois et demi pour aller à Madagascar, en ligne directe, je vais juste mettre un peu moins de 30 jours, 25 jours. Donc je divise par deux mon transit time. Et là, en 100% moteur, je suis autour de 115 grammes de CO2 par équivalent. En comparaison avec Maurice, et par contre, donc j'ai 16%, j'ai mes 16% de plus. Par contre, si je passe par Singapour, je me compare au marché qui passe par Singapour, là, je suis à 23% d'économie. Maintenant, donc en gros, si je me compare à la ligne classique, je suis à peu près, si je fais que du 100% moteur, en émission, je suis à peu près équivalent. Mon conteneur, il va consommer quasiment la même chose. Maintenant, si je fais de la voile, si je compare entre le WinCop en 100% moteur et le WinCop avec ses voiles en mode hybride, bah là, je divise en fait par deux les émissions. C'est-à-dire que j'ai 50% d'économie sur l'énergie totale. En fait, j'ai comparé les deux parce que l'énergie totale, c'est quand je considère les émissions liées aux reefers qui sont présents à bord ou alors à la période de chargement, de déchargement, la période de manœuvre, etc. Donc ça, je suis obligé de le comptabiliser en fait si je veux faire une comparaison juste. Par contre, si je compare que la partie navigation,
et que la partie nav, là, je suis plutôt autour de 70% d'économie. Donc les voiles sur un bateau comme Wincop, à 10 nœuds de moyenne, elles apportent quand même, d'après les logiciels de routage, environ 70% d'économie, ce qui est assez énorme, hein, parce que sur cette route-là. Mais par contre, si je reviens à l'énergie globale, c'est plutôt 50%. Et donc maintenant, après, je me compare en fait la ligne directe par rapport au, euh, aux fret classiques, aux compagnies maritimes classiques. Et là, donc, je suis autour de 50% d'économie, donc entre 45 et 64%, suivant les passages. Donc voilà, donc là, les critères enfin euh, les, comment on appelle ça, les paramètres de comparaison, ils sont exactement identiques. C'est-à-dire que Clean Cargo, ils ont tout un cahier des charges de calcul du style, c'est 70% de remplissage du navire, c'est autant de pourcentage de tel load par navire, c'est le reefer il consomme tant, etc. Il y a tout un cahier des charges à respecter. Et nous, on essaie de vraiment de faire cet exercice, de coller le plus possible à la réalité pour être sûr de pas trop voilà, de comparer des choses qui sont comparables. Et donc, on est assez content parce que c'est quand même assez chouette d'arriver à des économies de l'ordre de 50% sur une distance aussi grande pour un transport de conteneurs. Ah, voilà, il y a plein de questions. Et Et, puis, je sais pas et je voulais rajouter, c'est des chiffres qui sont sur une ligne qui est très peu vantée, hein. On le rappelle, ce même bateau, si on le positionnait sur une transatlantique, il serait proche de 90% d'économie. Mais là, pour aller à Madagascar, il n'y a pas beaucoup de vent. Effectivement, plein de questions. On va essayer d'y répondre au maximum, mais il nous reste un petit quart d'heure pour répondre à toutes ces questions. c'est Donc, chaud. on commence par une qui est bien technique, que même moi, je ne comprends pas. Comment est repliée l'aile à la cape sur la moitié comme en virement? Alors, Alors, attends, euh, c'est quand j'ai dit que l'aile, lorsque le vent est trop fort, l'aile est repliée, donc elle est en position qu'on appelle symétrique. Donc elle est la moitié de la hauteur que vous voyez sur la photo. Et on la met comme on libère le système de rotation pour que l'aile se mette dans le sens du vent pour avoir le minimum de résistance au vent lorsque le vent devient trop fort. Merci. Est-ce que j'ai été assez répondu à cette question très technique? Je pense que c'est pas mal. Quelle est l'énergie nécessaire pour la manipulation de ces ailes? Est-ce qu'il y a des moteurs dédiés ou comment ça fonctionne? Alors, oui. en fait, Victor, je te laisse la main après. En fait, l'aile de CWS est une aile qu'on a voulu la plus simple possible, avec le minimum de mouvements possible. Et donc, en fait, il y a deux mouvements. Le mouvement d'orientation de l'aile dans l'axe vertical, pour la positionner le mieux possible par rapport au vent apparent. Et puis, le mouvement de repliement, dépliement, de changement de bord, qui, sur un trajet transatlantique, se fait une fois toutes les 10 heures, à peu près. Okay. Donc, pour faire ces deux mouvements, vous avez un système hydraulique qui assure le dépliement-repliement et un joint de rotation, un système de rotation, comme pour une grue. Et donc, il y a effectivement deux moteurs pour faire tourner l'aile sur son axe vertical, qui sont alimentés par l'énergie électrique générée par le bateau en tant que tel. Donc, il n'y a pas de... C'est une consommation tout à fait raisonnable en termes de consommation électrique. Et en fait, sur le bateau, en plus du moteur de propulsion, on a un moteur qui fournit l'électricité à bord, un groupe électrogène, en gros, qui alimente l'ensemble des équipements de bord, depuis l'éclairage, donc jusqu'à ces moteurs pour tourner les ailes. Tout à fait. Une question sur le lien entre la trajectoire du bateau et le mouvement des ailes. Euh, Je suis pas sûr de comprendre la question. Je crois que ce mouvement des ailes, en fait, il est équivalent à un changement de bord. Donc, Exactement.
Exactement. C'est la trajectoire du bateau, c'est à chaque fois qu'on va changer de bord, on va plier les ailes comme un bateau. Sauf que le changement de bord, au lieu de simplement orienter la voile pour gonfler, pour faire gonfler la voile d'un côté ou de l'autre avec le vent, c'est le pli. Mais sinon, le comportement du bateau, ce sera le même qu'un voilier classique. Il va chercher le vent et changer ses bords. Voilà, alors peut-être pas dans notre cas tous les 10 heures comme sur le transatlantique, parce qu'on a des vents, on n'a pas la même possibilité de faire des lignes droites quand on est en mer Rouge, mais voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Victor, bah, ça c'est grosso modo le routage qui décide, et c'est Voilà, le capitaine décide de son routage, et en fonction du routage qu'il a, notre système lui dit, ben, maintenant, tu aurais intérêt à changer à virer de bord et à déplier et replier ton l'aile, et puis ça reste à sa main, et c'est le capitaine et c'est l'équipage qui décide quand est-ce qu'il replie ou il déplie. c'est ça. Alors une question bien technique, j'adore vos questions. Quels sont les modes dégradés des ailes? Avez-vous anticipé une solution en cas de blocage dans le pivot du système, une solution type pyrotechnique? Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Alors, c'est une raison assez, une question assez technique, et je vais essayer d'y répondre. Notre directeur technique est pas là avec moi pour me défendre s'il y a besoin. On est parti du principe exactement, je dis on est dans une logique, on s'inspire de l'aéronautique, donc on a étudié les différents modes de défaillance possibles. Et le système, il est conçu pour que, lorsqu'en cas de défaillance, il se met tout seul et naturellement, physiquement, dans un système de sécurité. C'est-à-dire que si on perd la puissance pour replier l'aile, eh ben, l'aile, elle va se replier toute seule doucement. Donc, les systèmes, ce qu'on appelle les free fall, c'est des systèmes qui sont naturellement équilibrés pour que le statut à l'état relâché, il sera en système de sécurité. Par contre, c'est vrai que c'est une bonne idée, hein, des boulons explosifs comme il y a sur les fusées pour larguer. Alors, je pense qu'il y avait pas mal d'humour dans la partie pyrotechnique. Et, on y pensera, ça peut être une solution. Je pense, Laurent, il faudrait que tu demandes à Julien d'étudier ça. Ouais, je vais te dire ça, mais il faut savoir où est-ce que tu mets le boulon explosif. Est-ce que tu le mets en tête de mât, en bas de mât ou au milieu de l'aile? Ça peut être drôle. On peut faire des feux d'artifice, oui. C'est ça. Est-ce que le trajet prévu a eu une grosse influence sur le choix de la techno, ou bien c'est plutôt le ratio poids, puissance, coût, Victor? Non, je dirais que c'est plutôt c'est un des critères importants, mais le poids puissance coût, on pondère peut-être la note est un peu plus importante sur ces, sur ces critères-là. Ouais. On s'est beaucoup posé la question de savoir effectivement est-ce qu'on avait suffisamment de vent de face pour que ça s'adapte à cette technologie-là. Mais voilà, finalement, les simulations météo ont montré que même si c'est pas une transatlantique, ça reste une solution tout à fait pertinente pour cette route-là. Quelle est la gîte maximale envisagée sous aile déployée et vent max? Alors ça, nous, on se limite à 5 degrés de gîte permanente euh, sur ce type de bateau, ce qui est déjà quand même beaucoup, hein, en navigation. Maintenant, en fait, le système CWS, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme un moteur. La façon de régler la voile, c'est comme un shutdown de moteur. Si on sent qu'il y a trop de puissance, il suffit juste de tirer un peu la manette vers l'arrière et la puissance de la voile se réduit. Et jusqu'à, pourquoi pas, se mettre à zéro. Et là, la voile est dans le lit du vent. Et normalement, le bateau, à ce moment-là, la puissance, elle est vraiment réduite au minimum. Donc là, on peut redresser. Donc, si à un moment donné, on se fait surprendre par une rafale, etc., très vite, en fait, on pourrait annuler la voile. Et logiquement, il y a aussi un système de surveillance de la gîte dans le logiciel de réglage des voiles qui permet de se mettre en sécurité si à un moment donné, il détecte un problème particulier sur la gîte du navire. Alors, la stabilité intacte et le tirant d'air ont-ils été des facteurs dimensionnants pour l'intégration des voiles sur Wincop, comme c'est le cas par exemple sur les ferries passagers Wind Assisted?
La stabilité intacte et le tir en d'air. C'est bien, je continue 5 ans après à découvrir de nouveaux termes. Victor, c'est pour toi. Explique-nous. Ouais. Bah, un peu de la stabilité, en fait, c'est un peu ce qu'on disait, hein, c'est qu'il y a un moment donné, si on met des voiles énormes et très lourdes, etc., bah, on réduit le deadweight du bateau, le port en lourd, pour rester dans les critères de stabilité réglementaires. Et donc, c'est juste que, oui, c'est pris en compte, et du coup, c'est des facteurs hyper dimensionnants. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure quand je disais, il y a un moment donné, plus on met de voiles, plus on enlève de conteneurs, quoi. Donc, oui, oui, c'est sûr que ça compte. Et le tir en d'air sur cette ligne-là, on n'avait pas trop de contraintes de tir en d'air. Mais par contre, il y a des lignes où il faut passer sous des portiques. Donc, par exemple, là sur la photo, derrière, on voit des portiques. Et donc, eux, en fait, ils ont des becs euh, qui sont, euh, qui sont limités en tir en d'air. Et donc, en fait, on ne pourrait pas avoir des mâts gigantesques qui dépassent les portiques. Donc, il y a ces contraintes-là de chargement. Après, sinon, il y a les ponts ou les câbles électriques. Et nous, on n'a pas Enfin, si, en fait, à Suez, il y a une contrainte de tir en d'air. Mais sur un petit bateau comme ça, on n'était pas tellement contraint par le tir en d'air. Surtout avec les voiles qui se plient en deux. Quand on Ouais, regardait d'autres technos qui se pliaient pas en deux, on pouvait être un petit peu limite. Alors pas tant pour Suez, mais pour Panama. ouais. Mais par contre, là, en les pliant en deux, ça passe partout. Y a-t-il un accès, une question pour Laurent, y a-t-il un accès intérieur pour monter dans le profil rigide? Comment ça se passe pour accéder au vérin? Alors, bien entendu, il y a des accès intérieurs qui sont prévus pour assurer les maintenances nécessaires. On a dans les designs prévu de faire en sorte que ces maintenances elles soient plutôt dans les parties les plus basses possibles. Mais oui, il y a effectivement la capacité à monter dans l'aile avec des systèmes de sécurité prévus pour ça. Le déport des voiles sur un bord a-t-il une influence sur la performance véhicle selon l'armure? Selon l'amure, pardon. Alors ouais, il y a une petite différence. Il y a une petite différence. Bah, ça, c'est les aéros, hein. Forcément, d'un côté, on s'imagine bien qu'il y a beaucoup plus de perturbations sur le bas de la voile que de l'autre côté. Par contre, en fait, sur la ligne, étant donné que des fois on reçoit le vent tribord et des fois bâbord, au final, au global, c'est quasi identique sur le cycle de vie du bateau, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a des endroits où on pourrait maximiser la performance, mais sauf qu'il y a un moment donné, il faut faire des compromis avec les opérations de chargement, et c'est le meilleur compromis qu'on ait trouvé, c'est celui-là pour l'instant. Oui, puis si j'ai bien compris, par rapport à des ailes centrées, là, quand le vent viendra Ouais, du côté des ailes, elles seront plus efficaces que si elles étaient centrées. Donc, ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre, et donc en c'est ça, moyenne, c'est pareil. exactement. Est-ce qu'il a été tenu compte que le déport des ailes générait une dérive supplémentaire? Alors, c'est sûr que la polaire, donc la polaire du navire, donc ouais, la polaire du bateau, elle est dissymétrique. C'est-à-dire qu'il y a plus de. Enfin, le bateau se comporte pas pareil suivant le sens du vent. Mais par contre, donc oui, on en a pris en compte pour le dimensionnement de la dérive, mais en fait, on reste quand même dans une propulsion hybride. Il y a toujours une avance du navire grâce à la propulsion du bateau, grâce à l'hélice. Et donc, en fait, on est quand même calé sur un rail, ce qui fait qu'on n'est pas non plus. Enfin, c'est pas aussi sensible que sur un voilier classique. Donc, ça se gère plutôt bien, ça. Mais en effet, il y a une petite différence. Enfin, petite. Je sais pas, il y a une différence. Est-ce qu'il y a déjà un bateau, si petit soit-il, ayant cette techno qui a été mis à l'eau et testé avant de s'attaquer à un plus gros projet? À la bonne question. La réponse est non. Nous avons fait énormément de tests sur en soufflerie, mais on n'a pas encore testé cette technologie sur un bateau mis à l'eau. Oui. Et quelque part, on est assez fiers, nous, à WinCop, de prendre ce risque-là, hein, parce que c'est un risque, bien sûr, même si il est bien dérisqué par toutes les simulations, mais parce qu'on pense que le domaine vélique, on en est enfin le transport vélique, on en est au tout début, et que quelque part, si au début, il n'y a pas des gens qui prennent des risques pour essayer des choses, ouvrir des nouvelles voies, et ben il se fait rien.
Et là, bah, nous seulement, on voulait tenter le porte-container à voile, mais là, d'en profiter pour tester une nouvelle technologie vélique et ben, voilà, permettre ensuite à d'autres, les suivants, de se rassurer grâce à l'expérience de WinCop, et ben, ça va vraiment dans le sens du projet, dans les valeurs qu'on veut porter à WinCop. Donc c'est un risque, indubitablement, qu'on dérisque le maximum grâce à toutes les études et tous les gens qui bossent dessus, et on est très confiant, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a fait en conscience. Euh, une question sur le fait que est-ce que c'est possible de mettre sur des bateaux sur des bateaux existants en rénovation? Oui, tu l'as dit tout à l'heure, Laurent, votre système est vraiment prévu pour faire des refits. Et là, effectivement, c'est sur un bateau neuf, mais c'est tout à fait possible d'aller installer ces ailes sur des bateaux existants. Quel routeur météo utilisez-vous? Est-ce que vous utilisez le routeur pour faire des simulations et calculer les gains de carburant CO2 dans les conditions réelles? Victor? Ouais. Euh, Bonne question. Pour l'instant, donc, quand on sélectionne un bateau comme ça, il y a une maker list, donc c'est une liste de fournisseurs, et les équipements de navigation n'ont pas été encore complètement choisis. Mais par contre, ça pourrait faire office d'un futur webinaire. Donc en fait, pour l'instant, c'est encore ouvert, et on doit sélectionner l'outil de routage là dans les semaines qui viennent. Alors, sur Mais la... en tout cas, il y a pas- il y a- c'est quand même un outil qui est super important pour le navire. Parce que ce qu'on voit, c'est que si on faisait une ligne directe, donc la ligne la plus courte, et on ne faisait pas de routage, c'est-à-dire qu'on est à vitesse constante, l'économie apportée par les voiles, elle est scalée parce qu'on reçoit du vent et puis voilà, c'est tout. Mais par contre, dès qu'on fait du routage, ça dépend les voyages et tout, et on peut aller jusqu'à multiplier par deux les économies en faisant du routage. C'est-à-dire qu'en accélérant pour aller chercher des zones de vent ou en réduisant les vitesses pour attendre des vents favorables ou des choses comme ça et ou en se déroutant pour aller chercher. Et donc, en fait, c'est le routeur hybride voile-moteur. En fait, on pourrait avoir les meilleures technos de voile du monde, mais si on n'a pas un bon routage, à la limite, c'est dommage. Donc, le routeur est extrêmement important. C'est une bonne question. Et là, je vois qu'il y a une question intéressante. C'est la force de vent max. En fait, c'est pas tant la force de vent qui compte, c'est surtout les accélérations du bateau qui font qu'il y a un moment donné, il va falloir plier les voiles. Et du coup, suivant les bateaux, ce ne sera pas les mêmes s'il y a des bateaux petits ou des gros bateaux avec des grosses accélérations, etc. Mais en fait, c'est pas tant la puissance c'est puissance du vent qui donne les limites, mais c'est les accélérations du navire. Et Mais pour... la question était aussi, est-ce que là, le profil est optimisé pour une force en particulier, pour une force de vent en particulier? À quel moment, à quelle vitesse il fonctionne le mieux ce profil? Alors, le profil, il est optimisé pour maximiser la portance en minimisant la traînée. C'est assez indépendant de la force du vent et on a une techno qui a plutôt tendance à ne pas se dégrader au fur et à mesure que la puissance du vent s'augmente par rapport à d'autres technos. Je rappelle, hein, c'est le principe de l'aile d'avion. L'aile d'avion, elle fonctionne le mieux lorsque le vent apparent est le plus important. C'est bien pour ça que quand on décolle en avion, on décolle toujours face au vent. Mhm. Donc là, c'est le même principe. Donc, oui, à partir d'une certaine puissance, l'aile, elle va se dégrader parce que les couches limites, elles vont se décoller. Le point de limite, il va plus fonctionner très bien. Mais on a un profil d'aile qui permet d'avoir une plage d'utilisation assez importante et la plus importante par rapport à d'autres technos. Top, merci Laurent. Bon, je vois qu'il reste encore beaucoup de questions, mais qu'on a atteint les 19 heures et donc on ne veut pas trop dépasser pour les gens qui auraient des contraintes. Mais on a bien noté vos questions et on va se charger de y répondre d'une manière ou d'une autre, surveiller un petit peu nos newsletters, nos réseaux sociaux, etc. On est toujours très preneur de toutes ces questions pour y répondre. Donc, merci beaucoup. Vous avez été, je pense qu'on a battu le record de nombre de questions à un webinaire. Vous avez été vraiment très, très fort. On espère que ça vous a plu. J'en profite simplement pour vous rappeler rapidement que nous avons une levée de fonds en cours. Si vous n'y avez pas encore participé, c'est vraiment avec plaisir. Le côté coopératif
de ce projet, il nous tient vraiment à cœur et vous pouvez participer, monter à bord à partir de 100 euros. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Et si vous voulez plus, on vous propose des titres participatifs qui sont en plus rémunérés. En gros, je vous rappelle rapidement, on a déjà levé les 6,8 millions d'euros qui nous ont permis de passer la commande. Mais là, d'ici la mise à l'eau, il nous faut 3 millions pour mettre en place la compagnie maritime. Et ensuite, eh ben, on se projettera, mais ça, ce sera un peu plus tard, dans l'extension de la flotte et la construction de nouveaux bateaux. Et là, il y aura de nouveau des levées de fonds auxquelles vous pourrez participer. Et donc, en gros, vous pouvez prendre des parts sociales à 100 euros, qui ont juste une défiscalisation de 25%, mais qui n'ont pas de rémunération. Et, si vous le souhaitez, des titres participatifs à 500 euros, qui, eux, sont rémunérés 4%, ont en plus la défiscalisation de 25%. Et pour les personnes morales, on a aussi d'autres propositions, si jamais vous êtes dans ce cas. Et voilà, je suis arrivé à la fin. Je vous remercie tous énormément pour votre présence, pour vos questions. Merci beaucoup, Laurent et Victor, de vous être prêtés à ce jeu et d'avoir répondu en toute transparence à toutes ces questions. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt à un prochain webinaire. Merci à tous. Merci pour toutes vos questions. À bientôt, j'espère. Au revoir.